Donc on va commencer le Tech Talk tout de suite et comme je disais on va parler un petit peu de jeux vidéo, même pas mal de jeux vidéo, on va parler aussi cartes graphiques notamment Nvidia GTX 1070 et aussi un petit peu AMD et on va parler aussi un petit peu iPhone X et Assassin's Creed Origins, il n'y a pas non plus mass news et on va évidemment parler du nouveau téléphone de chez Razer, et oui Razer fait un téléphone. Et on va commencer tout de suite avec la BlitzCon. Voilà, la BlitzCon qui a eu lieu, qui finit aujourd'hui, qui a eu lieu toute cette semaine, avec les tournois, la Coupe du Monde d'Overwatch, la Coupe du Monde de StarCraft et tout, etc., des matchs de Hearthstone et tout, bref, grosse BlitzCon, plus les annonces de Blizzard. On va pas s'attarder sur les résultats des événements sportifs, parce que j'ai pas vraiment suivi les compétitions. Je sais que la France s'est rendue en demi-finale et a perdu contre la Corée, ce qui était quelque part un petit peu évident, et que la finale c'était Canada-Corée, et je pense que c'est la Corée qui a gagné. Ils partaient favoris, et la seule équipe potentielle qui pouvait les sortir, je pense qu'au début c'était les États-Unis, et les États-Unis se sont fait sortir par la Corée en quart de finale, je crois 4-3-1, donc bon. Bref. On va commencer tout de suite avec les petites annonces qui ont été faites par Blizzard lors de cette BlitzCon, et pour la première fois depuis des années, BlitzCon annonce enfin les serveurs Vanilla pour WoW. Ils les ont annoncés et les serveurs Vanilla pour WoW vont sortir. C'est chose officielle, c'était déclaré, annoncé, c'est écrit noir sur blanc. Vous allez pouvoir jouer à WoW Vanilla, il y a des serveurs dédiés pour ça, c'est parfait. Et en plus, ils ont annoncé également une nouvelle extension qui s'appelle Battle for Azeroth, donc la bataille pour Azeroth, ou Azeroth en anglais, un petit peu près prononcé comme ça, pas tout à fait, mais bref. Donc on a une magnifique cinématique que je vais peut-être pas vous montrer, parce que je pense que sinon je vais me faire strike, au pire je me la mets sans le son. Je ne sais pas, ça dépend du contenu qu'il y a. Ok, je vais mettre le son, on va regarder ça ensemble. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong. Close ranks! Advance has won! Lordaeron will be ours! My king, we have her cornered. Keep firing!
Stand as one for the Alliance! Oh my god, putain, c'est fou. Alors il y a un truc sur lequel je pense qu'on est tous d'accord, quelles que soient nos préférences en termes de jeux vidéo, c'est-à-dire que moi j'ai jamais joué vraiment à World of Warcraft, c'est pas un jeu qui m'intéresse. Il y a d'autres jeux de chez genre comme StarCraft que j'aime bien, mais auxquels je pense que je ne jouerai jamais. Et je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas jouer à Diablo, etc. Mais d'un point de vue cinématique, il n'y a pas photo. Blizzard, c'est un fucking monstre. C'est genre les mecs chez Blizzard, d'un point de vue cinématique, trailer et teaser, ils savent faire un putain de taf et ils savent faire un truc qui rend bien et qui te donne envie, même si tu sais que le jeu t'intéresse pas vraiment. Genre là, la cinématique, je suis genre, oh mon dieu, oh my god, cette cinématique est fantastique. C'est genre du rythme, la musique est géniale, ce qui se passe c'est trop bien, c'est prenant, c'est épique, c'est genre wow, wow, wow! Genre, clairement, ça te donnerait presque envie de jouer au jeu. Les graphismes, en plus, sont splendides. Et voilà, bon, même si je ne joue pas à World of Warcraft, vous voyez qu'ils ont quand même mis le paquet au niveau de cette extension qui va, encore une fois, à opposer l'Horde et l'Alliance sur une énorme bataille. On a vu Anduin, donc le Priest, et... non, Paladin. Non, Priest. Anduin, c'est le Priest, et je pense qu'en face, c'était Sylvanas, si je me trompe pas. On veut un jeu vidéo, pas un film. Wow, 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 c'est le but, effectivement, pour World of Warcraft. Bref, une grosse annonce pour la BlitzCon, pour cette extension, avec les serveurs Vanilla et la nouvelle expansion pour World of Warcraft. Il y a également StarCraft 2, qui est passé en free-to-play, ou qui va passer en free-to-play un peu plus tard dans le mois. Donc en gros, Blizzard a décidé de passer StarCraft 2 en free-to-play, histoire de pouvoir toucher, à mon avis, le maximum de joueurs. Donc si jamais vous voulez essayer StarCraft 2, c'est un jeu qui vous intéresse mais que vous n'avez jamais voulu l'acheter, sachant qu'il y a pas mal de e-sport qui se donnent sur StarCraft 2. Il y a du multijoueur en classé et tout, il y a également du coop et tout, machin, bref, qui se donne. Eh bien, vous allez pouvoir jouer à StarCraft 2 en free-to-play. Il y a également la campagne des Ailes de la Liberté, donc Wings of Liberty, qui est aussi en free-to-play, qui fait partie du bundle StarCraft 2, qui est jouable. Et également, il y a aussi Heart of the Swarm, qui est aussi frais. Attends. Non, si tu as déjà Wings of Liberty, que tu avais acheté, tu vas recevoir la deuxième extension, donc la deuxième campagne, gratuitement. Si tu n'avais aucune des deux, tu vas pouvoir, je pense, jouer à Wings of Liberty. Je pense que c'est ça. Non, voilà. Donc, si jamais vous voulez lancer sur StarCraft 2, ça peut être le moment. Plus tard dans le mois, il passe en free-to-play. À côté de ça, ils ont également annoncé un nouveau héros sur Overwatch ainsi qu'une nouvelle carte. La carte, je pense, s'appelle Blitz World. C'est un peu inspiré de Disneyland, etc. C'est genre un parc d'attractions sur Blizzard. Et ils ont annoncé le nouveau perso pour Overwatch qui s'appelle Moira. Je ne sais pas exactement comment prononcer son nom. Parce que en français, ça fait Moira, sauf que Moira, c'est dégueulasse.
Donc je pense que c'est Moira, qui est un espèce de spellcaster qui va faire des dégâts et soigner. Ses attaques, c'est ses mains. Enfin, en gros, elle casse des spells à partir de ses mains, comme ça. Comme ça. Et en gros, elle a une main qui va soigner et une main qui va faire des dégâts. Sachant que l'utilisation de son attaque pour soigner, elle fait un espèce de nuage qui soigne, genre une espèce de traînée qui soigne tout le monde qu'il y a dedans, en maintenant appuyé. Eh bien, ça consomme une jauge de soins, enfin une jauge, et cette jauge se recharge très lentement, à moins qu'on fasse des dégâts. Donc en gros, pour recharger votre soin, votre capacité à faire des soins, vous devez faire plus de dégâts. C'est-à-dire que vous devez faire des dégâts aux vos héros ennemis pour pouvoir soigner plus rapidement vos alliés. Donc en gros, c'est vraiment un héros qui peut être intéressant parce que c'est à la fois un soigneur et à la fois un mec qui va faire des damages, et la mécanique de soin l'oblige à faire des dégâts. Vous avez également un espèce de petit épée qui vous permet genre de disparaître à un endroit et puis de réapparaître à un autre. Vous pouvez balancer une orbe qui fait soit des soins en rebondissant, une orbe qui rebondit et qui va soigner toutes les personnes qu'elle traverse, donc tous vos alliés, toutes les personnes, tous les alliés qu'elle traverse. Et vous avez aussi une orbe de dégâts qui rebondit également et qui va faire des dégâts à toutes les personnes qu'elle rencontre avec des petits arcs électriques. Donc en gros, si vous êtes à côté de l'orbe qui fait des dégâts, vous allez avoir un petit arc qui vient vers vous et qui vous fait des dégâts. Donc voilà. Et l'ulti, c'est un espèce de gros Kamehameha, elle fait... Elle se prend pour Sangoku, elle fait un Kamehameha, et c'est un espèce de gros rayon qui va faire des soins à vos alliés et qui va faire des dégâts aux ennemis. Voilà. Donc ça fait beaucoup de soins. Je pense que le nuage de son attaque standard pour soigner, c'est le plus haut heal par seconde du jeu. Donc c'est plus que Merci, c'est plus que la boule de Zenyatta. C'est sûrement moins, c'est moins que l'ulti de Zenyatta, c'est sûr, mais c'est le plus gros heal du jeu par seconde, hors ulti. Voilà, donc un nouveau perso sur Overwatch, et voilà, Blizzard World, la nouvelle carte. Il y a eu également un court-métrage également sur Honor and Glory, donc un court-métrage sur Reinhardt qui est sorti plus tôt cette semaine. On va pas le regarder, mais je vous invite à le faire parce qu'il dure 7 minutes, donc il est quand même super long, mais il est pareil, il est super bien. Encore une fois, on voit que Blizzard, quand ils font une cinématique, bordel de merde, qu'est-ce qu'ils sont bons et qu'est-ce que ça donne envie. Genre, limite, tu joues pas au jeu, la cinématique, elle est bien, quoi. Genre, et toutes les cinématiques qu'ils ont fait sur Overwatch également sont géniales. Tous les animated shorts qu'ils ont fait, donc sur les différents persos, genre Bastion, sur Enzo, sur Mei, ils sont bien. Genre, et encore une fois, au niveau graphisme, c'est beau, quoi. C'est beau, il y a de l'action, il y a du rythme, etc., etc., quoi. C'est émouvant, bref. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. En attendant, toujours jeux vidéo, on va parler de PUBG. On vient de faire une game qui était magnifique. On a rampé comme des dieux, évidemment. Mais tout ça pour vous dire que PUBG va arriver en version définitive. Donc la version 1.0 du jeu va sortir avant la fin de l'année 2017. Ça a été confirmé. Pour l'instant, il y a un énorme patch qui est sorti sur le serveur bêta de PUBG, sur les serveurs bêta, qui intégrait notamment pas mal de fixes pour les bugs, donc de correction de bugs. Le nouveau système pour grimper et passer les obstacles, parce que pour l'instant on ne peut pas vraiment grimper sur des trucs et passer les obstacles, faut juste sauter. Donc là ils ajoutent un tout nouveau système pour pouvoir grimper et tout. Et tout ça c'est en test sur les serveurs de bêta, de test. Et une fois que c'est bien rodé, que ça marche tout bien, ils vont sortir tout ça avec la nouvelle carte désert sur les serveurs officiels de PUBG. Et le jeu va passer en version 1.0, il va quitter sa phase d'alpha et de bêta, c'est-à-dire que le jeu va passer d'un jeu en développement à un jeu fini. Ils vont bien évidemment continuer à sortir plein de patchs. Les jeux multijoueurs, il y a toujours plein de patchs qui sortent tout le temps, comme vous le voyez sur CSGO, sur Overwatch, sur LoL. Il y a toujours des patchs parce qu'ils changent tout le temps, ils rebalancent les trucs, ils changent la méta, ils changent les armes, ils ajoutent du contenu. Mais le jeu va plus être considéré comme étant un jeu avec un early access en développement, il va être un jeu vraiment genre fini. Voilà. Et ça va être... et à partir du 12 décembre, les joueurs sur Xbox One vont pouvoir jouer au jeu, qui sera toujours en early access, mais qui sera bientôt fini, et ça va sortir... le jeu final va sortir avant fin 2017. Voilà, c'est ce qu'ils visent. Notamment, ils vont lancer, donc il y aura quoi ça pourra runner en 4K sur Xbox, il y aura aussi le support de l'HDR, donc High Dynamic Range, excusez-moi. Voilà.
À côté de ça, toujours jeux vidéo, on a une date de sortie pour le jeu qui s'appelle Detroit Become Human, qui est un jeu exclusif à la PlayStation 4, qui a été fait par Quantic Dream, qui vient après le jeu, je pense que ça vient après Beyond Two Souls, donc qui était un excellent jeu, également Beyond Two Souls, un petit peu trop narratif comme jeu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'interaction du joueur, c'était beaucoup de QTE, etc. Donc c'était une très belle histoire, c'était un bon jeu, mais le jeu était trop narratif. C'est-à-dire que, grosso modo, tu faisais que des QTE dans le jeu. Là, ils ont essayé de s'améliorer un petit peu sur Detroit Become Human. Il y a eu pas mal de teasers à l'E3 2017, etc. Et la date du jeu est pas définie, mais ça va sortir au printemps 2018. Et je peux vous dire que, pour l'avoir essayé, j'ai pu l'essayer, j'ai eu l'occasion de l'essayer pour la Comic Con à Montréal en 2017, donc en juillet 2017, j'ai eu l'occasion de tester une des missions de Detroit Become Human, et je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié le jeu. Genre, c'est très prenant. Ils ont fait d'énormes progrès par rapport à Beyond Two Souls. On incarnait un androïde qui venait faire une enquête dans un appartement sur laquelle un autre androïde avait pris en otage la fille de la famille et avait tué les autres personnes. C'est-à-dire, c'était genre un père, une mère et une fille, plus l'androïde. L'androïde a pété un câble, a tué le père et la fille, a tué le père et la mère, et il a pris en otage la fille et il menace de la tuer. Et en gros, t'es appelé sur les lieux pour négocier avec lui. Et comment ça se passe? C'est vraiment génial. T'arrives dans l'appartement et là, tu peux genre scanner un petit peu tout l'appartement et chercher des indices dans l'appartement pour en apprendre plus sur le robot, sur les relations qu'il a avec la famille, sur la famille en elle-même, sur la fille, sur le père, etc. Et tu peux ne rien faire. C'est-à-dire que tu peux éviter tous les indices et aller directement parler au robot, à l'Android, et essayer de le raisonner, sauf que tu auras beaucoup moins de chances de réussir parce que tes options de dialogue seront bien plus limitées, parce que tu auras moins découvert de choses sur sa relation avec la famille et puis sur comment ils fonctionnent entre eux, etc., etc. Donc le but, c'est que plus tu découvres d'indices, plus tu as d'informations qui peuvent être utiles dans la négociation, et aussi plus tu découvres d'indices, plus tu peux comprendre ce qui s'est passé un petit peu avant. C'est-à-dire que tu peux rewind le temps pour voir un petit peu ce qui s'est passé, genre où est-ce qu'il a trouvé le flingue, comment il a tué le père et tout, et ça peut te débloquer de nouveaux indices également que tu n'avais pas vus au début. Et tu peux rajouter des informations, et après tu peux par exemple aller lui parler, et là tu as plein d'options disponibles. Voilà, tu peux essayer d'y aller plus en mode genre colérique, plus en mode agressif, plus en mode empathie et tout, enfin bref. Il y a beaucoup d'options, et j'ai regardé 4 personnes y jouer. Genre moi j'ai joué, et après je suis resté pour voir la même mission jouée par 4 autres personnes différentes. Personne n'a regardé tout à fait les mêmes indices, tout le monde a fait des trucs un petit peu différents, et au niveau du dénouement, tout le monde a fait des choix d'action différents pour parler à l'Android et pour négocier avec lui. Et les 5 dénouements que j'ai vus, du coup le mien plus les 4 autres, étaient à chaque fois différents. À chaque fois c'était différent. Ce qui fait que j'étais genre waouh, ils ont vraiment fait un truc qui est genre impressionnant, sur lesquels t'as genre vraiment des conséquences différentes par rapport à tes actions. Après il faut voir comment ça s'imbrique dans le jeu entier. Si par exemple là, le fait d'avoir eu telle fin ou telle fin, ça va changer ensuite l'histoire générale et tout, mais ça on pouvait pas le voir parce qu'on a testé qu'une mission, mais bref, je pense que ça va être un très bon jeu sur PS4, et ça sort du coup au printemps 2018. Voilà. Ensuite, on a un jeu qui a fait parler beaucoup de monde, que beaucoup de monde avait aimé, c'était un succès ce jeu, c'était peut-être un des meilleurs jeux qui était sorti sur PlayStation 2, je pense. Est-ce que c'était PS2? Oui, c'était PS2. Je crois que c'était PS2. Shadow of the Colosseus, qui avait été annoncé comme quoi il allait revenir sur PS4, une version remaster de Shadow of Colosseus. Il va coûter $40, donc ça va faire 40 €. Il n'est pas très cher du coup, et il va tourner en 1080p 60 fps, donc ça c'est une énorme bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer à ce titre emblématique de PlayStation sur votre PS4 en 1080p 60 fps. Vous pourrez même, si vous avez la PS4 Pro, vous pourrez même y jouer en 4K à 30 fps par contre. Voilà. Mais du coup, voilà, je pense que c'est le genre de truc, c'est un des jeux qui vaut le coup d'être pris sur PlayStation. Oui, c'est PS2. Voilà, c'était un jeu PS2, c'est bien ce que je me disais.
Ensuite, on va continuer sur le jeu vidéo et cette fois-ci, on va parler d'Assassin's Creed Origin. Alors, récemment, en début de semaine, il y a une news qui est tombée par des mecs de chez, on va dire, une équipe de crackers, donc ceux qui hackent les jeux, ceux qui sont derrière tous les hacks de jeux. Donc, je ne sais pas si c'était Copy, etc. Ou, enfin, Copy, CPY ou une autre team, je ne sais plus exactement qui c'était, mais qui en gros a sorti un article sur Torrent Freaks où il disait que l'utilisation extrêmement haute sur Assassin's Creed Origin, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de processeurs qui vont bottleneck votre carte graphique si vous jouez à Assassin's Creed Origin, notamment tout ce qui est i5 et tout, il y a une utilisation énorme du processeur par Assassin's Creed Origin qui peut poser problème si vous avez par exemple un vieux processeur AMD ou même un Intel Core i5. Sur un i5 avec 4 cœurs, et ben moi par exemple je suis à 100% d'utilisation. Voilà. Donc 100% d'utilisation avec un i5, c'est quand même, ça s'est rarement vu dans un jeu vidéo. Ça arrive, même sur The Witcher 3, je suis genre à 80-90% sur le i5, peut-être un petit peu moins. Sur Watch Dogs 2, je suis aussi dans ces eaux-là, mais j'avais jamais atteint les 100%. Et puis là, il y a beaucoup d'utilisateurs qui atteignent les 100% sur leur i5. Et il y a du coup un des mecs de ces équipes de hacking pour Assassin's Creed Origin, qui travaille sur le hack de Assassin's Creed Origin, qui a dit que l'utilisation intensive du processeur venait essentiellement des méthodes de protection qui avaient été mises en place par Ubisoft. Qu'en gros, c'est ce qu'il dit juste là, Ubisoft a implémenté des méthodes de protection qui prennent grosso modo 30 à 40% des ressources processeurs, ce qui fait que du coup ça arrive à 100% d'utilisation à cause justement de ces DRM. Parce que normalement les jeux sont protégés avec Denuvo qui est un système de protection qui a vu le jour il y a quand même plusieurs années et qui a été très très dur à craquer, mais maintenant Denuvo est quand même pas mal tombé et les jeux qui utilisent Denuvo, la protection Denuvo, généralement sont craqués en même pas une semaine. C'est-à-dire qu'en moins d'une semaine, vous avez votre jeu avec un crack et vous pouvez le télécharger et puis y jouer gratuitement. Et donc du coup, Ubisoft misait beaucoup sur Assassin's Creed Origin, donc pour pas qu'il soit craqué dès le début de la sortie, c'est-à-dire que c'est genre un jeu quand il sort, généralement la plupart des ventes se fait dans les 2 premières semaines. Donc c'est extrêmement important pour une entreprise que le jeu ne soit pas craqué pendant ces 2 premières semaines, parce que c'est là qu'ils vont faire le maximum de ventes. Donc du coup, histoire de pas courir, de faire le maximum de ventes et de ne pas voir leur jeu se faire craquer trop facilement, en plus de Denuvo, ils ont rajouté un truc qui s'appelle VM Protect, qui en fait, c'est un espèce de système de protection qui fait tourner, qui se lance dans une virtual machine. C'est pour ça que c'est VM, parce que c'est Virtual Machine Protect. Et en gros, ça fait tourner ton code de jeu dans une virtual machine. De ce que j'ai compris, j'ai lu 2-3 lignes là-dessus, c'est qu'en gros, ça lance une virtual machine pour faire tourner ton code là-dessus, ton code de protection là-dessus. Ce qui fait que le code qui s'exécute pour la protection ne tourne pas directement sur ton PC, mais à l'intérieur d'une virtual machine. Et cette virtual machine, elle est designée pour être plutôt dure à craquer et que le code ne soit beaucoup plus difficilement reverse engineering. C'est-à-dire que eux, pour craquer un jeu, il y a des gens qui m'ont demandé si j'avais des connaissances là-dedans. Ce qui se passe, c'est que tu prends le jeu, tu prends tous les fichiers du jeu, et généralement, tu essayes. La première chose qu'ils font, à mon avis, c'est qu'ils essayent, ils vont reverse engineering, donc c'est-à-dire faire le processus inverse faire un processus inverse, donc du compilage du code. C'est-à-dire que ton code, les mecs qui écrivent le code pour faire le jeu, blabla, pour faire l'exécutable, ils écrivent des lignes qui sont compréhensibles par l'humain. Une fois qu'ils compilent le code, donc tu compiles ton code, ce code, donc ces lignes, sont transformées en un langage qui est compréhensible par l'ordinateur. Donc ça devient des 0 et des 1. Ça devient du code binaire. Et du coup, tu as ton exécutable. Si jamais tu veux essayer d'ouvrir un exécutable avec autre chose que genre avec un notepad, etc., tu auras du code à l'intérieur qui sera absolument illisible. Tu ne peux pas comprendre le code d'un exécutable. Genre tu peux ouvrir un exécutable avec un bloc-notes, je pense que c'est possible. Je vais regarder, bougez pas. Je vais voir, je vais prendre un exécutable à la con. Je n'ai pas des exécutables là-dedans. Je vais aller dans les logiciels que j'ai. Ah, je les ai virés. Est-ce que j'ai un exécutable là-dedans? Un exécutable de Kaspersky, édite avec Notepad. Voilà, vous ouvrez un exécutable avec Notepad pour essayer de voir le code, par exemple.
vous ne comprenez absolument rien. Parce que ce code a été compilé et du coup a été rendu dans un espèce de langage qui est compréhensible seulement par votre PC. Donc du coup, vous ne le comprenez pas. Et eux, ce qu'ils essaient de faire, la première chose qu'ils essaient de faire, c'est du coup de inverser ce processus-là. C'est-à-dire de prendre l'exécutable et à partir de ce qu'ils trouvent là-dedans, de retrouver le vrai code qui a été tapé pour être compilé. C'est-à-dire faire le processus inverse de la compilation. Ce qui est extrêmement compliqué à faire. Je pense qu'il y a des outils pour le faire qui sont spéciaux, etc. J'ai jamais vu ça, je suis jamais rentré là-dedans, j'ai jamais essayé de le faire, mais ils sont obligés de passer par ce processus-là. Une fois qu'ils réussissent à voir le code de l'exécutable, ils voient un peu quel truc fait l'exécutable, qu'est-ce qu'il appelle comme fonction, qu'est-ce qu'il appelle comme système de protection, etc., etc. Donc une fois qu'ils voient un peu comment s'exécute la protection à travers l'exécutable, qu'est-ce que ça fait comme vérification avant de lancer le jeu et tout, et bien du coup ils peuvent essayer de trouver des alternatives. Notamment, il y a souvent l'exécutable va souvent appeler un truc qui s'appelle le Steam API.dll, qui est l'API de Steam, pour aller faire la vérification dans votre bibliothèque Steam que vous possédez bien le jeu. Et bien par exemple, eux, dans les 3/4 des cracks que tu trouves, va y avoir un fichier qui va être un Steam API.dll, et que tu vas devoir copier en plus du .exe du jeu. Et du coup, eux, plutôt que d'aller chercher le vrai Steam API.dll, qui est censé être à cet endroit-là, dans le même dossier du jeu, dans l'exécutable, ils vont changer le chemin plus de 3 trucs pour que ça aille chercher le Steam API.dll qu'ils te fournissent et que eux ont modifié pour dire oui, ok, c'est bon. Comme ça va chercher le Steam API.dll que eux ont modifié et dans ce fichier Steam API.dll, ils ont dit genre ah bah c'est bon, t'as le jeu, tu peux le lancer. Bref, voilà, vous comprenez le genre. Il y a d'autres vérifications qui font, il y a d'autres trucs qui se passent certainement, c'est compliqué, blablabla. J'ai pas vraiment de connaissances là-dessus, mais dans les grandes lignes, c'est ça qui se passe. Et du coup, le truc, c'est que le VM Protect qu'a mis Ubisoft, ça rend beaucoup plus difficile le processus inverse de la compilation. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de mal à retrouver le code qu'il y a derrière l'exécutable et tout. Et le problème, c'est qu'apparemment, selon eux, c'est ce truc VM Protect qui pompe 30 à 40% des ressources processeurs, et c'est pour ça que le jeu prend 100% des ressources sur des CPU qui ont 4 cœurs, etc. Apprends à craquer un jeu avec Freners. Je vous ai fait les grandes lignes. Je pense qu'il y a beaucoup de petites nuances et d'autres choses à faire, mais c'est les grandes lignes. Bref, donc il y a un mec qui a sorti un article là-dessus qui a dit les protections du jeu prennent 30 à 40% de l'utilisation de votre processeur, c'est pour ça que ça bottleneck, etc. Et peu après ça, Ubisoft a dit non, c'est pas dû à ça, c'est juste que le jeu est énorme, qu'on est sur un monde ouvert, etc., etc. Mais le système de protection n'a pas d'impact perceptible, donc il n'y a pas d'impact significatif sur les performances du jeu. Voilà. C'est juste que recréer l'Égypte avec un monde aussi énorme et tout, avec autant de détails, de NPC, de joueurs, de NPC, donc de non-joueurs, de caractères et tout, et ben ça utilise beaucoup de processeurs, de ressources processeurs. Voilà pourquoi ça prend tout ça, et c'est pour ça qu'ils ont donné les systèmes minimum et les systèmes recommandés, avec système minimum i5, système recommandé i7. Donc au final là-dessus, quoi en penser? Eh ben, on sait pas. On sait pas, ça se trouve, les mecs de chez Torrent Freaks ont raison. Ça se trouve, les systèmes de protection prennent un petit peu de performance du CPU. Peut-être pas 30 à 40%, mais ça va peut-être prendre 20-25%. Peut-être que Ubisoft a raison et a raison de démentir et dit que ça prend aucune performance par rapport à un système normal de DRM. Peut-être que c'est vrai, mais on ne le sait pas et on ne peut pas le vérifier pour l'instant. Donc on verra certainement une fois que le jeu aura été craqué et du coup qu'ils pourront passer outre VM Protect et des nouveaux, c'est-à-dire que ça ne tournera pas, VM Protect et des nouveaux ne tourneront pas quand le jeu aura été craqué. Là on verra si le jeu prend toujours 100% du CPU. Si le jeu prend toujours 100% du CPU alors que les DRM ont été cassés et qu'ils ne tournent pas sur le PC, c'est qu'Ubisoft avait raison et que ça vient pas des systèmes de protection. Si on diminue un petit peu l'utilisation du processeur sur un jeu craqué parce qu'il n'y a pas les systèmes de protection qui tournent, peut-être que les mecs de chez Torrent Freaks avaient un petit peu près raison. Voilà. Mais pour l'instant, ça, on n'est pas au courant et on ne peut pas vraiment se prononcer là-dessus. La news suivante concerne une RX Vega Custom qui va sortir de chez XFX. Donc ça fait très longtemps que les gens attendent les RX Vega Custom. Il est censé en sortir une de chez Asus,
une ROG Strix, donc une RX Vega Strix Edition. Pour l'instant, on n'a pas d'infos non plus là-dessus sur la sortie de la Strix Edition de chez Asus. Mais en attendant, du coup, on a XFX qui nous dévoile une de leurs cartes custom pour RX Vega. Donc on pense que c'est du RX Vega 56, ils sont pas sûrs si c'est du 56 ou du 64. En tout cas, au niveau de l'alimentation, on est sur du 6 plus 8 broches, avec un PCB un petit peu refait, avec une belle backplate, avec 2 ventilateurs et un bon radiateur, un radiateur de bonne taille. Et apparemment, il n'y aurait pas de DVI sur la carte, il y aurait seulement de l'HDMI et du DisplayPort. En attendant, on n'a aucune info pour savoir quand ça sort ni sur le prix. Je pense que celle de Asus va sortir avant celle de XFX, mais il y aura également une carte custom pour Vega de chez XFX. Voilà. Bon, on va parler un petit peu GTX 1070 Ti. Alors, vous le savez peut-être pas, mais la GTX 1070 Ti est sortie et il y a eu beaucoup de controverses par rapport à la sortie de cette carte, notamment au niveau de l'overclocking pour cette carte. Ce qui s'est passé, les premières news qu'on a eues disaient que ça ne serait pas possible d'overclocker la 1070 Ti. Ça a été ensuite démenti par Nvidia, c'est-à-dire que la 1070 Ti est overclockable. Et à l'heure à laquelle je vous parle, la carte est sortie et elle est overclockable. Cette carte est overclockable, la 1070 Ti est overclockable. Mais il y a eu toute une histoire par rapport à leur BIOS et par rapport aux fabricants et à Nvidia. C'est-à-dire que cette carte est très proche d'une 1080. Si vous prenez une 1070 Ti et que vous l'overclockez ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous allez quasiment dépasser les performances d'une 1080 de base. Donc en gros, Nvidia voulait à tout prix empêcher ça. Le problème c'est que bon maintenant, là, on ne peut pas empêcher les consommateurs de le faire, c'est-à-dire que là maintenant si vous achetez une 1070 Ti et que vous l'overclockez, vous aurez les mêmes performances qu'une 1080 de base. Donc ça vous pouvez toujours le faire. Mais Nvidia voulait absolument empêcher les constructeurs de proposer des cartes qui soient plus puissantes que leur 1080 Founders Edition. Le problème c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte de la puissance de la 1070 dès le début. C'est-à-dire qu'au début ils ont dit ok, on va fournir un premier BIOS aux constructeurs et on va les laisser faire un petit peu ce qu'ils veulent au niveau du BIOS. Donc ce qui s'est passé, c'est que Nvidia dans leur BIOS a proposé différentes fréquences, différents paliers de fréquences. C'est-à-dire que tu as le BIOS qui est proposé par Nvidia aux constructeurs et ensuite les constructeurs peuvent un peu tweaker les BIOS. Et Nvidia avait proposé 9 paliers de fréquences différents, donc avec fréquence de base et fréquence turbo. Les constructeurs ont commencé à utiliser ces BIOS, donc ces BIOS qui sont ces paliers ici, avec des base clock au début à 1493, 500 machin, tu vois, voilà, les différents paliers, hop. Les constructeurs ont commencé à utiliser ces BIOS et à overclocker un peu la carte pour faire des BIOS custom et des versions custom des cartes avec des cartes un petit peu plus overclockées. Également, Nvidia avait laissé aussi le power target et la consommation maximum de la carte à 180 watts, je pense, à 260 watts. À 180 watts, 216 watts maximum. Donc Nvidia, dans leur BIOS, avait dit vous pouvez aller jusqu'à 216 watts maximum sur les cartes, et en gros, en mettant le power target à 180 watts. Le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte, comme vous pouvez le voir ici sur ces graphiques, que dès que les mecs commençaient à overclocker la 1070 Ti, dès que les constructeurs commençaient à overclocker la 1070 Ti, ils dépassaient la 1080 Founders Edition, avec un overclock de 20% par exemple. Là. Plus 100 MHz, boum, tu déplaces la 1080 Founders Edition. Alors que sans overclock, tu es un petit peu en dessous. Là, Nvidia a fait ok, ça va pas être possible, il faut pas qu'on fasse ça. C'est pas possible, faut pas qu'on fasse ça. Faut qu'on change notre plan. Donc là, du coup, ils sont revenus vers les constructeurs en disant non, il faut que vous changiez les BIOS. On ne peut pas permettre d'avoir des cartes qui soient plus puissantes que notre 1080 Founders Edition en 1070 Ti. Donc du coup, ils ont diminué le power target à 150 watts. Sachant que la carte pouvait aller du coup jusqu'à 180. Donc au lieu que ce soit 180 power target jusqu'à 216, ils l'ont passé à 150, histoire de pouvoir diminuer un petit peu la puissance tirée par la carte et du coup la puissance de sortie. Ils ont également revu les fréquences du BIOS.
Donc en gros, là, les mecs, les constructeurs, les fabricants, devaient rechanger tous les BIOS de leurs cartes. Parce que du coup, Nvidia a dit non, non, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas vendre ces cartes-là. Et au final, après, ils sont encore revenus sur leurs pas, et ils ont dit, ok, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous interdire de sortir des versions overclockées de nos cartes. Ce qui est une énorme bullshit. En gros, les Nvidia interagit avec les fabricants, genre casser les couilles aux fabricants dans les deux sens tout le temps, parce que à chaque fois les fabricants faisaient des trucs qui convenaient pas à Nvidia. Et du coup, Nvidia, à l'heure actuelle, a interdit aux fabricants de sortir des cartes custom qui soient déjà overclockées à la sortie de la boîte. C'est-à-dire que tu prends une 1070, tu prends une 1080, tu vas avoir la version Founders Edition, tu vas voir par exemple Asus qui fait une version standard qui a les mêmes fréquences que la Founders Edition, tu vas voir la version Strix qui a des fréquences un petit peu plus hautes de base, dès que tu sors ta carte elle est déjà un petit peu overclockée, tu vas voir la version Strix OC qui est encore plus overclockée de base, et bien là Nvidia a fait fuck it, vous n'avez pas le droit de faire ça. Genre on vous interdit de faire ça, on met un BIOS qui vous permet pas de faire ça, et on fixe un power target à ce niveau-là, à 150 watts. Je crois que c'est au final le power target, je crois que c'est 150 watts ou un truc comme ça. Et du coup, ça a vraiment cassé les couilles aux fabricants parce que eux devaient rechanger le BIOS sur toutes les cartes qu'ils avaient déjà fabriquées, qu'ils avaient déjà produites et tout. Et du coup, bah les fabricants sont pas dans la merde, mais sont genre emmerdés parce qu'au final, ils sont obligés de proposer des cartes qui tournent aux mêmes fréquences de base. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vas chez EVGA, je vais vous montrer 2-3 trucs, si tu vas chez EVGA, que tu prennes la version de base de la carte, la version SC Gaming, ou alors, je vais vous montrer un petit peu avec un truc un petit peu plus... Est-ce que je peux avoir... Voilà, celle-là. Que tu prennes la version de base, la version SC Gaming, la version For the Win, ou même la version sous IO, donc water coolé, les fréquences sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que on est à 1607 en base clock et à 1683 en boost clock. Et pour toutes les cartes. Pour toutes les cartes. Les trois cartes. Les trois cartes tournent à la même fréquence de base. Tout le temps. Et ça va être pareil chez tous les fabricants. On voyait que là, par exemple, ça sert à rien d'aller acheter une carte For the Win Edition 1070 Ti qui va coûter 500$ parce qu'elle va tourner aux mêmes fréquences que celle qui coûte 470. Voilà. Donc ça ne sert à rien. Alors que la 1070 Ti est un monstre pour l'overclocking. Genre vous pouvez trop l'overclocker et ça va être... C'est un monstre de performance une fois que c'est overclocké. Mais du coup, là, au niveau des cartes custom, bah, les fabricants sont genre baisés parce qu'ils sont obligés de sortir leurs cartes avec toutes les mêmes fréquences. Mais les fabricants sont malins. Ils ont trouvé une espèce de petite parade. C'est-à-dire que la petite parade qu'ils ont trouvée, si j'arrive à afficher ce truc-là, c'est qu'en gros, eux, de leur côté, en usine, ils ont par exemple testé les overclocking sur les cartes, et ils proposent par exemple sur leur site, genre, les overclocking qu'ils ont testés. Par exemple, j'ai vu sur certains sites de vente, genre base clock 1607, boost clock 1683, et là, overclocking testé en usine, plus de 100 MHz sur la fréquence et tel voltage. Et comme ça, en gros, ils vous disent jusqu'à combien ils ont réussi à pousser la carte, avec quel voltage, pour que vous ayez une idée de comment la carte s'overclock, même si eux n'ont pas le droit de vous proposer directement l'overclocking. Et également, ils ont trouvé une autre alternative, c'est de proposer des profils d'overclocking intégrés au logiciel, par exemple comme MSI Afterburner ou Asus GPU Tweak ou le EVGA X Precision. C'est-à-dire que plutôt que d'overclocker la carte directement à la sortie de la boîte et que ta carte tourne plus vite, bah là du coup, toutes les cartes tournent à la même fréquence, mais quand tu vas dans ton logiciel pour gérer ta carte graphique, tu as différents profils, genre le profil gaming, le profil OC, le profil silence, et là, ils ont mis leur valeur d'overclocking pour que la carte soit un petit peu boostée. Donc en gros,
même si Nvidia leur a cassé les couilles de fond en comble, ils ont essayé de genre contourner le problème en genre proposant des profils d'overclocking que tu peux activer en utilisant le logiciel GPU Tweak et MSI Afterburner. Donc voilà. Voilà. Et par exemple là, Zotac, vous voyez, ils disent on a essayé en usine d'overclocker la carte avec 150 MHz de plus sur le GPU et 200 en plus sur la mémoire et ça passe. Tu vois, ils essaient de trouver des alternatives pour montrer que les gens peuvent overclocker, même si eux n'ont pas le droit de proposer un overclocking de base, et ben en gros, ils aident les gens à overclocker leur carte. Comme ça, en gros, du coup, tu peux toujours aller overclocker ta 1070 Ti manuellement, mais c'est à toi de le faire. Et du coup, tu peux toujours avoir la puissance de 1080. Donc ça, c'est bien. Mais c'est quand même un dick move de la part de Nvidia qui a empêché les constructeurs de sortir des versions custom overclockées out of the box. Voilà. Donc voilà, c'était ça. C'était cette petite news pour les 1070 Ti. Long story short, Nvidia a cassé les couilles aux fabricants. Toutes les cartes tournent aux mêmes fréquences de base et mêmes fréquences turbo, mais vous pouvez overclocker les cartes manuellement, soit via des profils avec les logiciels MSI Afterburner, Asus GPU Tweak, etc. ou autres. Et votre carte, votre 1070 Ti, aura les performances du 1080, sans aucun problème. Il y a aussi un autre truc qu'ils ont fait, qui est assez dick move de la part de Nvidia, c'est que généralement, les cartes plus haut de gamme que tu achètes, par exemple, si tu prends une For the Win, si tu prends une Asus Strix, si tu prends une MSI Gaming X, généralement, ils trient les chipsets des cartes graphiques pour que les meilleures soient mises sur les meilleures cartes, sur les cartes les plus chères. Parce que du coup, comme ces chipsets, eux, ils vont les overclocker pour leur BIOS de base, ils prennent les meilleurs chipsets, ceux qui sont le plus stables en overclocking, pour les mettre sur les cartes les plus haut de gamme, genre les For the Win, les Gaming X, les Asus Strix, etc. Et ils prennent les chipsets plus standards pour les mettre sur les cartes un peu moins haut de gamme, comme les cartes normales ou par exemple les Superclock, etc. Et là, pour les 1070 Ti, ils n'ont pas eu le droit de faire ce tri. C'est-à-dire que toutes les cartes, tous les chipsets, quelle que soit la carte que tu prennes, t'as pas forcément plus de sens qu'elle s'overclock mieux. Voilà. Parce que je sais pas si vous savez, mais au niveau des chipsets de carte graphique ou de CPU, les capacités et les possibilités d'overclocking d'un processeur ou d'une carte graphique, ça vient du chipset et ça, c'est la loterie. C'est-à-dire que le même processeur, la même carte graphique, en deux exemplaires différents, va pas s'overclocker de la même façon parce que c'est la loterie de la Silicon Valley. Ce qu'on appelle la loterie de la Silicon Valley parce qu'ils vont pas se comporter tout à fait de la même façon. Et du coup, il y en a qui sont plus stables que d'autres. Il y en a qui vont être des chipsets en or parce qu'ils vont trop bien s'overclocker. Et ils vont être hyper stables. Généralement, ce que faisaient les constructeurs de cartes graphiques, c'est qu'ils triaient leurs chipsets en les overclockant et en les triant et en gardant les meilleurs pour leurs cartes plus haut de gamme. Là, ils n'ont pas eu le droit de faire ce tri. Voilà. Bref, tout ça pour revenir sur encore Nvidia qui a annoncé une nouvelle carte graphique. Je ne sais pas quoi en penser. Ils ont annoncé une nouvelle Titan X en édition collector pour Noël. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont sorti une vidéo qui en gros montrait une nouvelle Titan X, genre en mode je sais pas ce qu'ils foutent. Genre Titan X Collector's Edition. Apparemment, je pense que la carte va avoir du RGB, parce que là, vous voyez que c'est rouge, alors que les cartes, normalement, sont vertes. Vous voyez que là, c'est illuminé au niveau du radiateur, donc à mon avis, il va y avoir des LED sous le radiateur qui va pouvoir s'illuminer en bleu, en rouge, en vert, etc. Enfin bref, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ils font ça, j'en ai absolument aucune idée. Mais bref, Nvidia, des fois, je les comprends pas. Voilà, la vidéo d'annonce est là, je vous la mets sans le son. Bon. Ok, je mets le son un petit peu. Voilà. Je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas quoi en dire. Une Titan X Collector's Edition, tout le monde s'en fout à mon avis. Je sais pas si elle va être plus puissante que la Titan X Pascal, je sais pas ce qu'ils ont mis en plus. À mon avis, ils ont mis du RGB, et puis voilà. C'est tout. On va continuer avec l'iPhone X. On a eu un petit démontage complet de l'iPhone X pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Apparemment, il y a 2 batteries à l'intérieur de l'iPhone X, comme vous pouvez le voir, et beaucoup de verre. La façade avant, c'est du verre, la façade arrière, c'est du verre.
un écran OLED, et apparemment il y aurait, voilà. Le plus intéressant pour moi, c'est les deux batteries. C'est de voir qu'ils ont mis deux batteries. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis une seule batterie? Grande question. Je ne sais pas. Peut-être que c'était plus simple pour eux de mettre deux batteries de la même taille comme ça rectangulaire plutôt que de construire une batterie avec une forme bizarre. C'est peut-être ça. Genre c'était plus simple pour eux de mettre deux batteries en série qui sont exactement les mêmes au final parce qu'elles font la même taille je pense. Oui, elles font la même taille. Plutôt que de faire une batterie custom qui soit avec une forme de L. Donc c'était peut-être aussi sinon pour avoir plus de place à ce niveau-là, au niveau du capteur photo, etc. Parce que si jamais ils mettaient une batterie qui empiétait trop ici, ils avaient peut-être plus assez de place de ce côté-là, et du coup ils avaient un espace restreint ici, mais ils avaient de la place en bas. Du coup, je sais pas. Je sais pas exactement pourquoi ils ont fait cette décision-là. Mais bon, encore une fois, c'est quand même, il n'y a pas à dire. Les téléphones, à chaque fois, ça m'impressionne parce que c'est quand même des bijoux technologiques. C'est-à-dire que, oui, ça a beau coûter un SMIG, le nombre de composants qu'ils arrivent à foutre dans un téléphone et comment c'est agencé, je trouve ça vraiment bien fait et vraiment impressionnant. Comme vous pouvez le voir là, vous voyez, hop, on enlève ça, c'est relié avec avec une petite nappe pour je pense que c'est le capteur photo derrière. Oui. Ici, vous avez hop, le dessous avec la prise USB, la prise Lightning, etc., etc. Bref, je trouve ça assez impressionnant. Bon, par contre, l'iPhone 10, c'est une espèce de plaque de verre. Donc, vous avez intérêt à mettre une putain de protection dessus parce que si vous le faites tomber, bordel de merde, à mon avis, eh bien, vous allez avoir un iPhone qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Si vous n'avez pas de chance, bien évidemment, hein, le mec a vraiment pas eu de chance. Mais je vous dirais, mettez une putain de protection si jamais vous décidez d'acheter ce téléphone. Parce que acheter un téléphone à plus de 1000 €, et si jamais vous le faites tomber dans les premiers mois que vous l'avez et que vous brisez soit l'écran, soit la coque arrière, vous allez vous en vouloir. Surtout le prix de la réparation. Là, le mec, apparemment, c'est un mec qui s'appelle English Russia, qui a acheté un iPhone X et qui l'a fait tomber le jour même, et la façade arrière a complètement explosé. Ah bah l'appareil photo va très bien. L'appareil photo c'est du saphir, ça va très bien. Par contre la plaque en verre à l'arrière, elle a quand même pris cher. Et c'était sûrement volontaire, et je pense que c'était sûrement volontaire qu'il l'a fait tomber on purpose pour tester la résistance. Mais genre, c'est juste pour vous dire, si vous décidez d'acheter ce téléphone, le premier truc que vous achetez avec, il la drop exprès. Ouais, bah, ça m'étonne pas qu'il les drop exprès. Genre en mode regardez, bah je l'ai fait tomber une fois, la face arrière est défoncée. Voilà. Et soi-disant le verre le plus solide. Non mais le verre ça peut pas être. Même si le verre est solide, il y a des trucs, tu peux pas aller contre les propriétés mécaniques du matériau. Genre, certains trucs c'est impossible. Le verre ça va forcément casser à un moment ou à un autre. Donc c'est ça, si vous achetez un iPhone X, le premier truc que je vous dirais, c'est genre même avant de le déballer, avant de vous en servir, assurez-vous d'acheter une protection d'écran en verre trempé, parce que le verre trempé c'est quand même fou, et je vais vous montrer un truc après, et une coque pour protéger l'arrière. Voilà. Parce que sinon, si vous le faites tomber, ça va vous coûter un bras pour le faire réparer, et voilà. Mais la protection en verre trempé pour l'écran, c'est vraiment bien. Le jour où j'ai mis la protection en verre trempé sur mon téléphone, je l'ai fait tomber. Je sais pas si vous pouvez voir ici. Je sais pas si ça va focus dessus. Peut-être un petit peu. Focus. Bon, en gros, là, c'est genre le verre qui a complètement explosé. Là aussi. Et aussi au-dessus du téléphone. Et en fait, du coup, comme j'avais une glace en verre trempé, assez épaisse, je l'ai fait tomber sur du gravier, genre à plat. Au final, l'impact et le verre explosé, c'est la vitre. Et dessous, mon téléphone n'a rien. La vitre de mon téléphone n'a rien. Non mais non, tu vois, le verre trempé, ça explose de base. Là, j'ai une vitre en verre trempé. Je l'ai fait tomber à plat sur du gravier. La vitre, genre, il y a des bouts qui ont explosé. Mais du coup, si tu mets une vitre en verre trempé sur ton écran d'iPhone, du coup, ça protège. C'est cette vitre-là qui va prendre avant l'autre. Bref. Et puis on va également parler un petit peu de Face ID. Face ID a l'air de marcher plutôt très bien. Ça a quand même l'air de marcher très bien. Je pense que Apple a réussi son coup là-dessus.
je pense que ça va devenir, on a beau dire tout ce qu'on veut là-dessus, ça va devenir à mon avis une norme et ouais, ça va être une technologie qui va être adoptée très rapidement par, à mon avis, toutes les autres compagnies de téléphone, en espérant qu'ils arrivent à faire aussi bien que ce que fait Apple avec Face ID. Mais c'est sûr que ça simplifie ton truc. Genre, t'appuies sur ton écran de déverrouillage environ 500 fois par jour pour déverrouiller ton téléphone. Je vous mens pas, à mon avis, si vous pouvez vous amuser à compter, quand vous utilisez votre téléphone pas mal dans une journée, tu le verrouilles et le déverrouilles à peu près 400 à 500 fois. Donc c'est un geste que tu fais 400 à 500 fois. Si tu peux juste regarder ton téléphone pour le déverrouiller et que ça marche bien, que tu peux pas tromper le système avec une photo ou même avec un masque de ta face, etc., bah c'est quand même pas mal. Le seul truc que je reproche à Face ID, c'est la même chose que je reprochais à Touch ID sur iPhone, c'est que Android le fait un petit peu mieux. C'est-à-dire que là, moi, je sais même pas si j'ai mon doigt là, mon téléphone est verrouillé. Je mets mon empreinte digitale. Ok, cette empreinte n'est pas registrée, donc je vais mettre celui-là. Je mets... Bougez pas, je vais juste faire mon pattern parce que j'ai fait 30 fois. Donc, je mets mon empreinte. Mon téléphone est déverrouillé. J'ai rien besoin de faire d'autre. Sur Face ID, le problème, actuellement, j'ai vu des vidéos et tout, c'est que tu dois regarder ton iPhone, ça se déverrouille et ensuite tu dois swiper vers le haut pour afficher le home screen. Je suis genre, pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça? Genre, ça va plus vite pour moi de déverrouiller avec mon pouce que d'utiliser un truc comme Face ID si tu fais ça. Genre là, je déverrouille avec mon pouce. Je fais un geste, j'arrive sur mon home screen. Quand tu as Face ID, tu fais quoi? Tu regardes ton téléphone, ça déverrouille, et là, tu es obligé de swiper vers le haut pour arriver sur le home screen. Tu as aussi fait un geste. Donc au final, t'as pas gagné de temps. T'as fait un geste dans les deux cas, donc t'as fait une action. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait un truc où genre, tu regardes ton téléphone, ça le déverrouille, et ça arrive directement sur ton putain de home screen? Genre oui, tu regardes ton téléphone. Oui, je vais aller sur le home screen. Voilà. Parce que là t'es obligé de swipe up pour aller sur le home screen. Genre moi, j'appuie sur mon truc, j'arrive sur le home screen direct. Pourquoi est-ce qu'avec Face ID, c'est pas genre, hop là, hop, je suis sur le home screen. Directement, ça a déverrouillé, je suis sur le home screen, et puis là, je peux m'en servir. Genre, c'est clairement contre-intuitif, je trouve. Et vous allez me dire, oui, mais sinon, tu vois pas tes notifications. Genre, si tu veux regarder juste tes notifications, bah, tu peux juste vouloir regarder ton téléphone et pas le déverrouiller. Mais là, je veux juste... Genre, moi, je trouve que par rapport à, par exemple, à un truc de reconnaissance digitale, bah, genre là, moi, j'ai juste à appuyer sur mon bouton de reconnaissance digitale et j'arrive sur le home screen. Pourquoi est-ce que Face ID, t'es obligé de faire un geste aussi? Voilà. C'est juste ça. Moi, je trouve que ça serait bien. Ou alors, tu sais, qu'ils fassent une option que tu puisses directement arriver sur le home screen avec Face ID sans avoir à swipe up. Ça serait genre qu'ils laissent le choix. Que ce soit plus lent et tout, c'est pas tant grave. Ça me gêne pas si ça prend genre une demi-seconde en plus, c'est pas tant grave. Mais ce qui me gêne vraiment avec Face ID, c'est le fait de devoir swipe up. Il y a sûrement une raison derrière ça, vous allez me dire. Moi, je pense que c'est le fait de pouvoir regarder ses notifications sans arriver sur le home screen, parce que sinon, si tu vas regarder tes notifications, tu regardes ton téléphone. Et du coup, si tu arrives directement sur le home screen, bah t'es baisé parce que t'as pas vu tes notifs. Tu me dis oui, mais tu peux draguer, tu peux utiliser le menu pour voir tes notifs. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est que pour ça. Parce que sinon, ils auraient juste pu faire genre un truc où en gros tu passes la main au-dessus de ton téléphone pour voir tes notifs sans forcément le regarder de face. Ou je sais pas, ou peut-être, j'en sais rien. Tu peux trouver un moment, tu peux trouver un moyen. Par contre, là où Face ID, à mon avis, va être utilisé, le premier truc qui va utiliser Face ID, je pense, en plus des téléphones pour le déverrouiller, ça va être les aéroports. À mon avis, au niveau de la sécurité des aéroports, ou tu sais, au niveau des passeports, on a des empreintes digitales. Les empreintes digitales, c'est génial. Si tu veux rajouter une couche en plus sur la sécurité dans ton passeport, tu peux mettre genre un truc genre des infos par rapport au scan 3D de ta tête dans ton passeport, comme tu as tes empreintes digitales qui sont dans le papier électronique de ton passeport. Bah, tu pourrais mettre aussi genre la même chose que fait Face ID, genre une reconnaissance faciale 3D. Ce qui fait que les aéroports auraient des caméras avec un truc
de profondeur de champ, etc., qui balance des points sur ton visage et qui du coup valide que c'est bien toi également. Ça par exemple, ça peut être aussi genre hyper intéressant. Une tête de coiffeuse et un masque, et ben il y a des gens qui ont fait le test pour Face ID et ça ne marche pas. J'ai vu des tests, genre les seuls moments où Face ID a pu être trompé sur les tests que j'ai vus, c'était avec un jumeau identique. Genre pas un faux jumeau, un jumeau identique. Donc c'est vraiment genre ça arrive quasiment pas quoi. Mais je pense que Face ID ça serait une des technologies à utiliser dans les aéroports pour la sécurité. En plus de tes empreintes digitales, t'aurais genre une reconnaissance 3D de ta tête. Ça pourrait être pas mal. Bref, on va finir ce Tech Talk avec... vous pouvez me dire ce que vous en pensez de Face ID, etc. Genre savoir si vous trouvez aussi ça bizarre que tu dois swipe up. Que ça serait mieux que tu puisses juste regarder le téléphone et que tu arrives sur ton home screen. Vous pouvez me le dire dans les commentaires pour ceux qui regardent en VOD et tout. Ensuite, on va parler du Razer Blade, évidemment. Le Razer Blade, Razer a annoncé son téléphone lors d'une conférence de presse, d'une keynote qui s'est tenue à Londres. Je pense que c'était mardi ou mercredi. Et Razer a annoncé son téléphone, un téléphone qui s'oriente essentiellement pour le divertissement. Donc en gros, ils ont fait un téléphone qui est une espèce de plaque d'aluminium carré, donc ça change, on n'a pas les bords ronds sur le téléphone, c'est genre un peu un truc qui ressemblerait au design d'un Sony Xperia, donc Xperia 2, enfin bref, d'un Sony Xperia, donc plutôt rectangle, tout en aluminium, le derrière est en aluminium, les bords sont en aluminium, on a un écran 1440p je crois, ou un peu plus même. On a un écran, je vais regarder un petit peu les spécifications qu'on a. On a un téléphone qui fait 158 mm par 77 par 8. C'est un téléphone qui est assez épais, mais c'est pas trop gênant. Comme il le disait, genre la qualité de fabrication, c'est la même que sur les Razer Blade, que sur les PC portables Razer. C'est-à-dire que les PC portables Razer ont un niveau de fabrication qui est excellent. C'est genre... Tu sens que c'est un produit premium, et c'est pareil sur le Razer Phone. Il y a un Snapdragon 835 à l'intérieur, la même chose que ce qu'il y a sur le Samsung Galaxy S8, le Note 8, le prochain OnePlus 5. Il y a 8 Go de RAM en DDR4, il y a 64 Go de stockage, sachant que vous pouvez augmenter ce stockage avec une carte micro SD, bien évidemment. Jusqu'à 2 Tera, vous pouvez mettre jusqu'à 2 Tera sur le Razer Phone, c'est absolument impressionnant. Ils ont mis un écran en 1440p par 2560, donc 1440 pixels par 2560, donc une résolution 1440p qui est splendide, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est le premier téléphone qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Voilà. Donc vous imaginez, vous sentez que Razer, c'est une compagnie qui fait des choses pour le jeu. Ils ont mis un écran avec un haut taux de rafraîchissement pour les jeux sur téléphone, pour que ce soit plus fluide, etc. À côté de ça, c'est pas un écran LED ou AMOLED, parce que ça ne supporte pas ces taux de rafraîchissement-là. Ils ont mis un écran IPS, donc il y a quand même des très bonnes couleurs, l'écran est de très bonne qualité, il y a des très bons angles de vision sur les côtés. L'écran, c'est juste, je pense que c'est un des plus gros points forts de ce téléphone, avec la batterie et avec les haut-parleurs. Les haut-parleurs, vous avez deux énormes haut-parleurs qui sont sur le haut et sur le bas du téléphone, qui prennent tout le haut et tout le bas, avec l'écran qui est tout au milieu. Et c'est des haut-parleurs genre gigantesques, qui sont certifiés THX, qui sont certifiés Dolby Atmos, et apparemment, ils ont un son magique. C'est-à-dire que là, au moins, quand tu joues, tu vas pas bloquer le son de ton téléphone avec tes pouces, parce que même si tes pouces sont un peu sur les haut-parleurs font l'entièreté de ton téléphone, presque, au niveau de la largeur, donc tu peux quand même avoir un son très très bon. Donc, je sais pas si je vais avoir des petites photos, je pense que j'ai des petites photos après. Il y a également la batterie qui est excellente, parce qu'ils ont réussi à mettre une batterie de 4000 mAh, donc c'est une batterie qui est énorme. Vous pouvez, il a sorti des petits chiffres, vous pouvez jouer à Hearthstone pendant 7 heures en continu, tu peux écouter de la musique pendant 60 heures, tu peux regarder 12 heures de films, genre tu peux regarder Netflix pendant 12 heures sur ton téléphone. C'est une batterie qui est énorme, c'est quasiment plus que tout ce que font les téléphones haut de gamme aujourd'hui. Et ils ont fait ça essentiellement parce que écran 120 Hz plus divertissement, donc le jeu ça prend beaucoup de batterie, etc. Notamment, ils ont fait également un autre truc intéressant, parce que l'écran 120 Hz, oui ça consomme de la batterie, mais en fait
quand tu ne changes, quand tu déplaces pas ton écran, c'est-à-dire que quand tu n'es pas en train de scroll un truc, le framerate de l'écran descend, se diminue pour consommer moins de batterie. C'est-à-dire que tu as un rafraîchissement de l'écran, un taux de rafraîchissement de l'écran qui est variable pour consommer moins de batterie. Comme ça, quand tu es sur un truc statique, ben, ton taux de rafraîchissement, il n'est pas à 120 Hz, il est à 30. Parce que ça sert à rien que tu sois à 120 Hz. Par contre, dès que tu recommences à scroller, là, ça passe à 90, 120 Hz. Ce qui fait qu'apparemment, c'est hyper smooth quand tu es sur Facebook, quand tu es sur Twitter, quand tu scrolles des trucs et tout. La caméra a l'air aussi très bien. Ils ont mis deux lentilles à l'arrière de 12 mégapixels, une avec une focale de 1.75, l'autre avec une focale de 2.6, donc une de 12 millions et une de 13 millions. Donc il y a un zoom de deux fois, je crois, il y a un télézoom 2 fois, sachant que ça switch entre les deux caméras de façon totalement naturelle quand tu zoomes sur la photo pour la prendre. Tu n'es pas obligé de changer via l'application d'appareil photo quelle caméra tu utilises à l'arrière. Genre si tu zoomes, ça va automatiquement switcher sur la deuxième caméra. Enfin, on retrouve de l'USB-C. Je pense qu'il n'y a pas de prise de jack. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de prise de jack. Ça va tout passer en USB-C. Et il propose un dongle également pour USB-C. Tac. Et il y a un bouton sur le côté. Au niveau du bouton, ça c'est le bouton de verrouillage qui intègre un capteur d'empreinte digitale qui est directement sur le bouton de verrouillage. Donc c'est vraiment genre un téléphone qui a l'air il a l'air vraiment très intéressant. J'aimerais bien vous montrer d'autres images de ce téléphone là. Je vais essayer d'en trouver. Razer Phone, blablabla, hop. Alors on va prendre ça. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'au niveau du format c'est pas si mal? C'est pas si mal que ça. Voilà la gueule du téléphone. Et d'accord, c'est la seule image que j'ai, donc on va pas prendre ça. Il coûte, je crois... Je vais voir le prix également, je vais vous dire le prix. Donc hop, dimension, 8 Go de RAM. Hop, je vais changer ça, je vais mettre celui-là. 8 Go de RAM et tout. Android 7 à la sortie, après ils vont upgrade à Android 8. La caméra à l'avant fait 8 mégapixels. Voilà la gueule du téléphone, il pèse 197 grammes. Voilà les haut-parleurs, vous avez un énorme haut-parleur ici et un deuxième haut-parleur ici. Avec le logo Razer à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Alors, il coûte 749 €. Ce Razer Phone va coûter 749 €, donc 699 $. Et il va sortir le 17 novembre, donc c'est très prochainement. Il va sortir très prochainement. Et moi je le trouve absolument beau. Ici on a les boutons volume up et down qui du coup ne vous gênent pas quand vous tenez le téléphone en mode paysage parce qu'ils sont au milieu. Et voilà quoi. Un téléphone qui a l'air vraiment très intéressant mais qui est essentiellement orienté divertissement. C'est orienté divertissement et voilà quoi. C'est orienté jeu, musique et film. Est-ce que j'ai droit à... Ah bah là vous n'allez pas le voir parce que c'est trop... Je suis un petit peu trop... Voilà, je vais me cacher un petit peu. Mais voilà le téléphone Razer. Je vais le mettre ici, voilà. Voilà, comme ça, c'est mal fait mais c'est pas grave. Voilà la gueule du téléphone. Donc voilà. Et il y a plein de jeux qui vont sortir sur ce téléphone avec des définitions en QHD, donc en 1440p, et qui vont supporter les 120 Hz de l'écran. Donc ça promet quand même pas mal. Ça promet pas mal. Voilà. Bon, c'est tout pour ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui regardent en vidéo, à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis, à ciao, bonsoir.